faites-vous partie de ceux qui ont une peur si profondément ancrée en eux qu'elle domine leur vie? Ce type de peur se nomme les phobies. Mon rôle est de les observer et de les répertorier. Depuis que je suis ici, je ne fais que ça. Encore et encore, observer et répertorier. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé ici. Je ne me rappelle même plus comment je m'appelle. Tout ce que je sais, c'est que je suis condamné à observer et répertorier les peurs des pauvres âmes qui sont emmenées ici. Ce journal est le seul bien que je possède. Il contient mon quotidien ici, l'évolution de ma santé mentale et mon ressenti sur les événements. Ça fait déjà un moment que je suis ici, à répéter inlassablement le même schéma. Mais récemment, un événement m'a fait me décider sur la perspective de répertorier aussi les informations sur ma propre personne. Je suis d'ailleurs surpris d'avoir eu le droit de faire ça. Ça doit amuser mon geôlier. Bon, résumons mon quotidien ici. Quand un nouvel arrivant apparaît, un nouveau journal apparaît à son tour. Je dois alors m'allonger sur le lit, fermer les yeux et attendre. Un signal me prévient toujours avant l'arrivée d'une nouvelle âme. Une fois allongé, les yeux fermés, et après avoir attendu un moment, je vois, entends et ressens à travers le nouvel arrivant. Je ressens toutes les expériences qu'il va vivre ici. En revanche, je ne peux communiquer avec lui, ou elle, si c'est une femme. Je suis un témoin des événements. Je ne puis interagir avec la personne dont j'introduis l'esprit. Ensuite, je vis les événements en même temps que la personne, et le journal écrit tout seul mes observations et mon ressenti durant les événements. Une fois que les événements susnommés sont terminés, je fais le ménage pendant que le journal finit de répertorier, et tout de suite, après avoir terminé le ménage, je dois retourner immédiatement dans ma cellule et attendre que le cycle recommence. J'ai déjà essayé de ne pas revenir tout de suite, mais ça ne m'a causé que des problèmes. Et j'ai tout de même fini au final dans ma cellule. Je ne peux ni m'enfuir, ni mourir. C'est pas faute d'avoir essayé. Mais non seulement ça ne marche pas, mais en plus, je souffre encore plus au final. Alors, autant faire gentiment ce qu'on attend de moi. Détail intéressant. J'ai beau me souvenir que vaguement de mon ancienne vie, à quelques détails près, chaque expérience que j'ai vécue moi-même ou à travers d'autres est aussi limpide dans mon esprit que au moment où ça s'est déroulé. D'ailleurs, je vais en profiter pour les recenser ici par moi-même, au cas où quelqu'un réussirait à mettre fin à cet enfer, ou si je réussissais par miracle à m'en sortir, même si les chances sont moindres. D'ailleurs, j'ai parlé de mon quotidien, mais vous ne savez toujours pas ce qu'ici signifie. Eh bien, ici nous sommes dans le village dans les cauchemars. En tout cas, c'est le nom que je lui ai donné. Et je vais vous conter les choses qui se sont passées ici, aussi loin que je m'en rappelle. Alors, la première histoire que je vais vous raconter m'a particulièrement marqué. Non seulement parce que la phobie dont elle fait mention est l'une des plus primaires et communes que nous avons pour la plupart tous eues dans notre vie,
mais aussi parce que le désespoir et la détresse de la personne qui a vécu cette histoire étaient particulièrement intenses. Je ne pourrai sûrement jamais l'oublier, quand bien même je le souhaiterais. Et si je ne me rappelais pas toutes ces histoires bien mieux que ma vie antérieure. Bon, commençons l'histoire. Pour commencer, sachez que chaque nouvel arrivant ne se souvient plus de sa vie avant d'arriver au village. Il ne se souvient plus que de sa plus grande peur, son plus grand cauchemar. Aussi, ils arrivent tous dans la même tenue que moi, c'est-à-dire un simple ensemble de tissus, sans chaussures, chaussettes, gants, manteaux, capes ou autres, juste un haut et un bas simple, et de couleur noire. Nous sommes tous des prisonniers et cet endroit aime nous le faire savoir. De fait, la personne ne se rappelant plus son prénom, je vais devoir lui en donner un pour simplifier l'histoire. Un prénom. Un prénom. Il souffrait d'acluophobie. Axel. Oui, Axel. Ça fera l'affaire. Donc, les barreaux de ma cellule venaient tout juste de vibrer. Et un journal venait d'apparaître sur la table. J'étais alors déjà sur le lit à ce moment, à attendre la prochaine âme malheureuse. Je fermai alors les yeux, et au bout de quelques secondes, j'avais froid. Je tremblais et j'avais peur. Très peur. Qu'est-ce que je fais ici? Qui suis-je? Ah, ma tête! C'est l'effet que ça fait quand j'introduis l'esprit de quelqu'un. Un violent mal de crâne. Mais c'est rapide en général. Ça va mieux. Bon sang. Où je suis? Et pourquoi il fait si sombre ici? Ils ne connaissent pas les lampadaires dans cette ville? En effet, les rues n'étaient alors éclairées que par la lumière de quelques lanternes et celle de quelques maisons, accompagnées de torches par-ci par-là, laissant entre ces zones de lumière de profondes ténèbres, en plus du brouillard qui envahissait les rues. Il resta un long moment debout au milieu de la rue, dans la lumière de la lanterne qui l'éclairait faiblement, à trembler. Il avait peur d'avancer dans ces ténèbres, puis, au bout de ce long moment... Bon, mon grand, tu vas pas rester ici toute la nuit? Allez, un peu de courage. Tu fonces de zone éclairée en zone éclairée, et tu auras juste à toquer à la porte en espérant que quelqu'un soit assez gentil pour t'accueillir durant la nuit. Ouais. En avant. Il courra de zone de lumière en zone de lumière, tapant à la porte des maisons qu'il croisa sur son chemin, les pieds gelés à cause du sol froid et légèrement humide qu'il parcourait de ses pieds nus. Mais personne ne lui ouvra la porte. Nulle réponse n'eût même été entendue. Personne ne veut m'aider. Bon sang. Mais c'est quoi cette ville? Alors qu'il essuyait un nouvel échec devant la porte de la dernière maison où il avait tenté sa chance, faiblement éclairé par les lueurs des lanternes accrochées au sommet de la porte, il avait une impression bizarre. Et ce n'était pas qu'une impression. Les flammes des lanternes et des torches commençaient une à une à s'éteindre, l'obscurité se rapprochant peu à peu d'Axel. Quoi? Non, 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 non. Pourquoi ça s'éteint? Arrêtez de vous éteindre! La lumière au-dessus de la porte devant laquelle il était venait de s'éteindre. Il était plongé au cœur des ténèbres, terrifié, frigorifié.
tétanisé. Et au bout de quelques secondes... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un? Bonjour. Excusez-moi. J'ai besoin d'aide. Je suis perdu. J'ai froid. De la porte qui venait de s'ouvrir, j'ai peur. Une silhouette humaine en était sortie. Mais elle ne lui répondit guère. Au lieu de ça, elle avança dans sa direction. Doucement. Et sa démarche avait l'air étrange. Comme si elle titubait légèrement. Pourquoi vous ne me répondez pas? Vous me faites peur. Arrêtez-vous! Non! N'avancez pas! Arrêtez! Ah! De panique, Axel tapa aussi fort qu'il pouvait à la porte derrière lui. Il essaya d'ouvrir la porte aussi fort qu'il pouvait, et alors que les bruits de chuchotement semblaient juste derrière lui, il réussit à ouvrir la porte. Il entra et la ferma d'un coup sec en se mettant contre la porte pour la bloquer. Soudain, quelque chose se mit à frapper contre la porte. Et les chuchotements s'étaient changés en gémissements et en râles, alors qu'Axel bloquait la porte et criait de terreur. Ça dura plusieurs minutes, où Axel était dans une profonde détresse, avant de s'arrêter d'un coup, comme si la chose s'était évaporée dans les airs. Axel resta encore un moment à bloquer la porte, essoufflé. Non pas par peur que la chose revienne, mais plutôt comme s'il avait du mal à réaliser ce qu'il venait de lui arriver, et qu'il ne pouvait plus bouger. Quand il eut réussi à un peu se calmer, il respira un grand coup. Il faisait toujours aussi sombre, mais il décida d'explorer la maison dans laquelle il était rentré. Le salon, des sanitaires plus que douteux et une chambre. Ah, y a aucun appareil pour communiquer avec l'extérieur. Mais à quelle époque ils sont, les propriétaires de cette maison? Il n'avait pas aidé. En tout cas, à l'intérieur de la chambre où il était, il y avait un vieux lit, une table de chevet avec une bougie éteinte et un grand placard. En voyant le placard, Axel eut comme des sueurs froides après ce qu'il venait de vivre. Mais il décida d'aller dans le lit. Il s'allongea et s'enroula dans la couverture en se répétant « Ce n'est pas arrivé, c'était qu'un cauchemar. Ce n'est pas arrivé, c'était qu'un cauchemar. Ce n'est pas arrivé, c'était... » Il avait chaud dans ses draps. Le fait d'être dans un lit douillet le rassura un peu. C'est un véritable cocon de confort dans ce lieu horrible. Cauchemar. Au bout de quelques minutes, un bruit bizarre se fit entendre. C'était comme des grattements à l'intérieur de l'armoire. Plus le temps passait, et plus les grattements s'intensifiaient, finissant même par gratter sous le lit. L'armoire et le lit commencèrent alors à trembler, avec Axel à nouveau paniqué se répétant en sanglots des... Non, 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 non. Au bout de quelques secondes après que les tremblements eurent commencé, tout ça arrêta à nouveau comme si rien ne s'était passé. Sauf que cette fois, dans les draps, Axel remarqua quelque chose. Une lumière. Il sortit doucement la tête des draps, et la bougie sur la table de chevet était allumée. Mais pas seulement. Avant de sortir du lit, il regarda prudemment en dessous. Rien. Il n'y avait rien. Il ne voulait pas vérifier à l'intérieur de l'armoire et sorta du lit et alla directement regarder à travers la fenêtre de la pièce. Les lanternes et les torches de la rue étaient allumées de nouveau. Il sorta de la maison aussi prudemment que dans la chambre, en regardant aux alentours. Personne. Il commença à avancer doucement dans la rue. Il faut que je quitte cette ville.
Au bout de quelques minutes à parcourir la ville, ne trouvant pas de chemin pour en sortir, tombant sans arrêt sur des impasses, il s'arrêta au milieu d'une rue. Bon sang, mais cette ville est un vrai labyrinthe. Il n'y a ni cabine téléphonique, ni rien pour contacter l'extérieur. J'ai même pas trouvé de poste de police depuis le temps que je parcours ces rues de malheur. Alors qu'Axel commençait à perdre espoir, les lanternes et les torches commencèrent à s'éteindre d'un côté de la rue, en direction d'Axel. Quand il s'en rendit compte, il décida de courir du côté encore éclairé. Mais les ténèbres commençaient à gagner du terrain, et les chuchotements se faisaient à nouveau entendre. Axel avait une nouvelle sensation, comme s'il était épié par des regards malveillants. Son regard partait dans tous les sens, à gauche, à droite, derrière lui. Et quelle horreur ce fut pour lui quand il se rendit compte qu'à travers les fenêtres des maisons et dans les ténèbres environnantes, des silhouettes l'observaient. Mais le pire fut quand les lumières en face de lui commencèrent à s'éteindre, à mesure qu'il arrivait au bout de la rue et d'un autre cul-de-sac. Mais quand il s'en rendit compte, il était déjà trop tard. Les ténèbres l'entouraient de nouveau, les chuchotements et les regards aussi. Quand soudain, tout s'arrêta. Les bruits, les regards. Et alors que régnait le silence au cœur des ténèbres, un bruit de porte se fit à nouveau entendre. La porte de la maison derrière Axel venait de s'ouvrir, avec la même silhouette que la dernière fois, qui avançait à nouveau vers Axel. À mesure que la silhouette approchait, le râle de celle-ci commençait à se faire entendre. Axel n'en pouvait plus. Il était mort de peur, désespéré, à tel point qu'il tomba à genoux. Au bout de quelques secondes, la silhouette était juste en face de lui, ne bougeant pas. Même son râle avait cessé. Fais ce que tu veux. Prends-moi. Tue-moi. J'en peux plus. J'abandonne. Dit Axel, les larmes aux yeux. À peine eut-il le temps de finir sa phrase que la créature lui en serra la gorge de sa main glaciale et le força à la regarder. En face d'Axel, il y avait une femme, maigre, les cheveux gras et crasseux. Mais le pire, c'était son visage. Une expression de profonde terreur se lisait dans les traits de celle-ci, comme si son visage avait été figé au moment de son dernier cri. Et ses yeux n'étaient plus là. Il n'y avait plus que deux grandes orbites aussi noires et profondes que les plus profondes des ténèbres de ce monde. La femme se changea peu à peu en brouillard, qui alla s'introduire dans les yeux de ce pauvre Axel, qui poussa un dernier cri de douleur et de terreur. C'est à ce moment-là que je rouvris les yeux. La porte de ma cellule était ouverte. C'était l'heure du ménage. Le journal sur la cléophobie finissait de répertorier les événements, et pour moi il était temps de chercher ma brouette et récupérer le corps du pauvre Axel. Une fois le corps récupéré, je l'emmenai dans le cimetière de la ville pour l'enfermer dans une des nombreuses cages qui s'y trouvaient, où finissaient les pauvres âmes comme lui qui avaient cédé à leur peur. Ne restant que des coquilles vides, le visage figé par la dernière expression de terreur, avant que leurs âmes soient brisées à jamais. Et sur ces visages, les deux orbites d'un noir profond qui remplaçaient autrefois le regard si vivant de chacun d'entre eux. Voilà, c'était l'histoire d'Axel, un jeune homme souffrant d'acluophobie extrême. En récompense pour avoir suivi mon histoire jusque-là, je vais vous donner une information supplémentaire sur ma condition. Il semblerait que je n'ai point besoin de me nourrir, dormir ou faire mes besoins. Avec le temps,
j'ai fini par comprendre que le village capturait les âmes de la personne et non le corps. Je me suis demandé si mon corps était mort, ou s'il était figé dans le temps depuis que je suis ici. Je préfère imaginer la deuxième option. En revanche, je me demande dans quel état finissent les corps de ceux tombés ici. J'espère qu'ils ne finissent pas dans le même état qu'ici. Ah. Les barreaux grincent, et un nouveau journal vient d'apparaître. Une nouvelle âme arrive. Il est temps pour moi de retourner à ma tâche. Donc, où en étais-je? Ah oui, j'avais fini l'histoire d'Axel. Et par conséquent, je dois en raconter une autre. Pour me faciliter la vie, et parce que par chance nous avons commencé par une phobie commençant par la lettre A, je vais continuer à vous parler de phobie en suivant l'ordre alphabétique. Donc, nous suivrons avec la lettre B. Alors, une phobie commençant par la lettre B. Voilà. Cette histoire peut être intéressante. Mais avant, je souhaite revenir sur une déclaration que j'ai faite auparavant dans mon dernier récit. Par rapport à la tenue. J'avais précisé que tous les nouveaux arrivants portaient la même tenue. Mais il est possible des fois que durant les événements, ceux-ci puissent changer de tenue, comme dans l'histoire d'aujourd'hui. Et j'imagine que c'est pour donner de la crédibilité à l'univers que le village crée pour sa cible du moment qu'il autorise ça. D'ailleurs, en ce moment, il agit bizarrement. Est-ce qu'il s'adapte et évolue depuis cet événement spécial? J'espère que je me fais des idées. Bon, comme d'habitude, je me perds dans mes pensées. La phobie que je vais vous exposer aujourd'hui est la botanophobie, ou peur des plantes. Si on m'avait parlé de cette phobie avant que je sois confronté à sa version extrême, je ne l'aurais sûrement pas prise au sérieux. Mais au vu de ce qu'il s'est passé dans cette histoire, je ne peux que comprendre la crainte qu'elle inspire chez certains. Quant à la personne avec qui j'ai partagé mes sensations des événements, j'ai choisi de la baptiser Bethany, car ça ressemble vaguement à botanique. Oui, je sais, c'est très simpliste. Enfin, commençons l'histoire. En sautant la partie où mes barreaux grincent, où je ferme les yeux et m'introduis dans l'esprit de la personne, lui causant un mal de crâne intense, et où elle se demande qui elle est et ce qu'elle fait ici. Ce que je ferai pour chaque histoire désormais. Donc, Bethany s'était réveillée à l'intérieur d'un endroit qui semblait être une prison en ruine. Miraculeusement, les décombres ne lui étaient pas tombés dessus, et par chance, un passage semblait s'être fait à travers les décombres. Elle ne tarda pas à s'y engouffrer, et avec quelques efforts, par se sortir de cet endroit. Mais à la sortie du passage, une vision d'horreur se dévoila à elle. Elle était entourée d'une ville en ruine, envahie par la végétation, des arbres, des lianes, racines et autres végétaux qui semblaient s'être emparés de la ville. Que s'est-il passé ici? Elle finit par avancer prudemment dans la ville, en regardant de tous côtés, faisant attention au moindre mouvement, au moindre bruit. Par moments, et au fur et à mesure qu'elle avançait, elle voyait des formations végétales recouvertes de petites fleurs d'un rouge écarlate. Et au bout d'un moment, elle sentit même une odeur étrange, mais attirante, envoûtante, que dis-je, enivrante. Et à mesure qu'elle avançait en direction de la source de cette odeur, celle-ci se faisait plus intense. L'esprit de Bethany était embrumé, dans une sorte de transe, jusqu'à ce qu'un choc se fasse ressentir. Quelque chose l'avait percuté et plaqué au sol. Mais qu'est-ce que tu fais? Ramène-toi, faut se tirer d'ici!
Bethany avait l'esprit embrouillé et ne comprenait pas ce qu'il se passait. Mais elle sentait que la personne qui venait de lui parler la traînait avec difficulté loin de l'odeur qu'elle avait sentie. Quand elle reprit entièrement conscience, elle était sur un lit, dans un endroit dont l'hygiène n'était peut-être pas le point fort. Une personne qui portait une combinaison de protection et un masque à gaz était en train de dormir sur une chaise non loin d'elle. Elle décida de se lever doucement et d'aller vers la porte pour partir de cet endroit bizarre. Et quand elle arriva à la porte, celle-ci était fermée à clé. Et selon elle, la clé était bien évidemment gardée par la personne au masque à gaz. Elle s'approcha alors doucement de la personne qui semblait dormir pour voir si les clés étaient à portée de main. Mais à peine eut-elle le temps d'approcher que... Si tu cherches les clés, elles sont dans ma poche. Mais j'espérais au moins un merci avant que tu partes comme une voleuse. Mon Dieu, tu m'as fait peur. Je croyais que tu dormais. C'était le cas. Mais je ne dors que d'un œil. Au cas où un problème surviendrait. Un problème? Quel genre de problème? T'es sérieuse? T'as dormi durant la dernière décennie? Les plantes, la fin du monde, ça te dit rien? Non. En fait, je crois que j'ai perdu la mémoire. Je ne me rappelle de rien avant d'être sorti des ruines, de ce qui semblait être une prison. Ah la vache. Je vais devoir me trimballer un boulet. Pardon? Comment ça, un boulet? Je ne te permets pas de... Écoute, je t'ai sauvé, donc je suis responsable de toi. Mais là, tu es comme un nourrisson ignorant qui vient de naître. Donc très clairement, actuellement, oui, tu es un boulet. Mais t'as de la chance, t'es tombé sur un expert sur la manière de survivre durant cette fichue apocalypse. Au fait, je m'appelle Coleman. Mais tu peux m'appeler Cole, c'est plus court. D'accord. Je n'apprécie pas trop que tu m'insultes. Je vais pas te mentir. Mais actuellement, tu es ma seule chance de survie. Alors je vais faire abstraction et écouter ce que tu peux m'apprendre sur la situation. Bonne réaction. Tu es peut-être pas complètement un boulet. Ok. Alors, tu vas me virer les guenilles que tu portes et tu vas enfiler ça. Je vais sortir de la pièce le temps que tu t'habilles, tu me dis quand tu es ok. C'est bon? Une fois que Cole fut sorti de la pièce, Bethany fit ce qu'il lui avait demandé. Elle enleva la tenue en tissu et enfila la même combinaison que lui. C'est bon! Cole rentra dans la pièce et alla s'asseoir sur la chaise où il était tout à l'heure. Maintenant, assis-toi bien et écoute ce que je vais te dire. Bethany s'asseyait et se mit à l'écoute de ce que Cole lui disait. Il lui expliqua que le monde entier était tombé, suite à l'apparition de plantes étranges qui ont peu à peu dévoré la civilisation. Et que maintenant, les quelques êtres vivants qui restent doivent lutter pour leur survie. Mais que lui, il ne se contentait pas que de survivre, mais qu'il avait un plan pour au moins libérer cette ville des plantes et en faire le premier bastion de l'humanité. Il expliqua qu'il y avait 3 stations essence dispersées dans la ville, qui comptaient rafler tout le carburant qu'ils pouvaient et le laisser s'écouler partout dans la ville, mais en concentrant le plus de quantité autour de la source de la végétation qui avait envahi la ville, pour que les plantes absorbent le carburant et qu'après il y aurait juste à mettre le feu. Bethany adorait l'idée. Un frisson d'excitation, de joie et d'espoir l'envahissait. Oui! Excellent! Faisons brûler toutes ces horreurs! J'aime ton enthousiasme, mais ce sera pas une partie de plaisir. Toutes les plantes de la ville sont interconnectées, ce qui veut dire que si elles remarquent notre présence de quelque manière que ce soit, toute la ville sera à notre poursuite. Donc, déjà, leçon numéro 1, interdiction d'entrer en contact physique avec les plantes si ce n'est pas nécessaire. Aussi, à mon avis, vu que ces lieux constituent une menace, l'arbre mère aura sûrement bien entouré ces endroits pour qu'ils soient bien gardés. Enfin, si un de nous se fait choper ou est infecté, que ce soit toi ou moi, il devra se suicider. Pour pas que l'arbre mère soit au courant de quoi que ce soit, tu vois ? Dit Cole, tout en lui tendant une arme à feu. C'est pour nous-mêmes. Les balles blessent à peine les plantes. Ou alors faut très bien viser. Et vu que je suis pas un roi de la gâchette, je gaspille pas mes balles pour rien. Je ne suis pas une experte non plus. Alors réserve-toi une balle pour toi, même au cas où. Et il se passe quoi si on remarque notre présence?
L'arbre mère nous enverra ses chiens de garde, des espèces de créatures végétales qui patrouillent dans toute la ville à la recherche de chair fraîche à dévorer, puis offrir à l'arbre. Ça te va? Bethany eut comme des sueurs froides en imaginant les horreurs dont il venait de parler. Puis elle et Cole mirent en place leur plan. Leur trajet en passant par le matériel qu'ils devaient récolter et des alternatives en cas de pépin, jusqu'à la finalité de celui-ci, la destruction de l'arbre mère. Une fois leurs préparatifs terminés, ils sortirent de la cachette de Cole, qui semblait être une sorte de bunker entouré d'un lieu où la végétation avait l'air morte et pourrissante. J'ai blindé la zone de produits toxiques et nocifs pour la végétation. Ça l'empêche de s'étendre jusqu'au bunker et d'être relativement tranquille ici. Mais bon, je ne peux ni entrer ni sortir sans la tenue. Après, elle nous servira aussi pour éviter les spores parasites que les fleurs de sang peuvent lâcher. Les fleurs de sang? Pour l'instant, mieux vaut que tu évites les détails pour ton bien et le mien. D'accord. Ils se mirent en route de la station essence la plus proche, en faisant attention où ils marchaient, pour ne pas écraser des racines, et en restant alerte au moindre bruit, ou mouvement suspect. Après un peu plus de ce qu'il semblait être une heure, ils tombèrent sur une rue recouverte de fleurs rouges que Bethany avait vues plus tôt. Mais des particules de couleur rouge semblaient flotter dans la rue, comme un nuage ou de la brume. On va être obligé de passer par là? On peut pas contourner? Non, je suis désolé. Les itinéraires que j'ai choisis sont déjà les plus sûrs, mais il faut quand même faire attention. Heureusement, la combinaison nous protégera des spores. Tous deux s'enfoncèrent dans la rue envahie de fleurs et de spores écarlates. Ils avançaient prudemment, malgré la visibilité réduite. Les fleurs crachaient par moments leurs détestables spores, et une de ces fleurs finissa même par en cracher directement au visage de Bethany, qui essaya de chasser les spores en gigotant son bras, et avant même qu'elle ait eu le temps de réagir, elle était tombée par terre. Son pied s'était emmêlé dans quelque chose, et elle ne mit qu'une fraction de seconde à comprendre ce qu'il venait de se passer. Cole, j'ai trébuché sur une racine! Cours! Cole retourna et aida Bethany à se relever, puis ils sprintèrent tous deux jusqu'au bout de la rue, jusqu'à être enfin sortis de cet endroit maudit. Puis, sous les conseils de Cole, ils continuèrent à marcher en direction de la station essence. Au bout de quelques minutes de marche environ, ils finirent par arriver autour de la station essence, mais bizarrement, aucune végétation ne semblait l'entourer. Coup de bol, visiblement les plantes ne s'approchent pas de cet endroit. Allez, on s'y met. Le plan était en marche. Bethany et Cole trouvèrent un camion-citerne et de l'essence, et pendant que Cole le remplissait, Bethany était montée dans le camion pour prendre le volant et être prêt à partir en cas de souci. Au bout de quelques minutes, Cole ouvrit la porte côté passager pour monter. Mais au même moment, quelque chose l'attrapa et le tira. Bethany s'apprêtait à sortir du camion pour aller l'aider quand la voix de Cole se fit entendre. « Pars! Ne viens pas m'aider! Je suis déjà perdu! Deux patrouilleurs m'ont attrapé! Alors roule et va cramer cette saleté d'arbre !» En entendant ça, Bethany retourna au volant, démarra la voiture et fonça en direction de l'arbre mère, alors qu'un coup de feu résonnait non loin derrière, annonçant la fin tragique de Cole. Mais grâce à lui et au plan qu'ils avaient monté ensemble, elle savait où aller. Elle roulait à toute vitesse en direction du grand arbre, sans se soucier de toutes les racines et fleurs qu'elle écrasait sur son passage. La tristesse, la colère et la détermination enflammèrent tout son être. Après un dernier virage, la cible était en vue. Il ne restait plus qu'à envoyer le camion à pleine vitesse s'écraser sur la base de l'arbre, à sauter du véhicule avant qu'il n'explose, et à admirer le feu d'artifice. Alors Bethany poussa le moteur à fond, et à une vingtaine de mètres sauta du camion. L'atterrissage n'était pas sans douleur, mais elle n'avait que la réussite du plan à la tête. Donc son regard était fixé sur le camion qui fonçait sur l'arbre. Elle avait le cœur qui battait, lui aussi à toute vitesse. Le camion y était presque. Quand elle le vit s'enfoncer d'un coup dans le sol, comme si quelqu'un avait ouvert une trappe juste en dessous. Une puissante explosion ainsi que de fortes flammes s'échappaient de la fosse où était tombé le camion. Et quand bien même le spectacle était partiellement plaisant pour elle,
Au fond, elle réalisa peu à peu que le plan avait échoué. Cole était mort pour rien. Toute seule, elle ne pourrait survivre ici. Le désespoir, la tristesse, la colère et la frustration l'envahissaient désormais. Quand soudain quelque chose l'attrapa et la tira avec force, elle savait que sa fin, à elle, était aussi arrivée. Surtout quand la chose qui lui faisait face alors ressemblait à une plante carnivore à 2 têtes, dont le corps se terminait en de nombreuses racines, ressemblant presque plus à des tentacules végétales. La créature l'emmenait en direction du grand arbre, passant non loin de la fosse dont les flammes s'échappaient. De nombreuses racines l'entouraient et elle réalisa qu'au moment de lancer le camion, il n'y avait pas un trou si énorme. Sinon jamais il n'aurait lancé le camion à cet endroit. Est-ce que les racines recouvraient la fosse? Le temps que ses pensées se bousculèrent dans sa tête, elle était arrivée au pied du grand arbre. Les horreurs en face d'elle lui donnaient envie de vomir. Les racines de cet arbre étaient enroulées autour de corps qui avaient, même pour la plupart, fusionné avec celui-ci, plongé dans une grande mare de sang. Au même moment, une autre créature arrivait. Elle tenait une personne portant une tenue bien singulière que Bethany reconnut tout de suite. C'était Cole. Son masque était retiré, mais elle ne voyait pas son visage. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Elle ne pouvait pas se suicider comme il l'avait fait. L'étreinte de la créature l'empêchait d'atteindre son arme, et soudain, la créature approcha lentement l'une de ses ignobles têtes du visage de la pauvre Bethany, ouvrant ce qui semblait être une bouche. La panique l'envahissait. Elle supplia, les larmes ruisselant sur son visage, alors que la bouche de la créature l'atteignit presque. Elle voulut regarder Cole une dernière fois avant la fin, mais quand elle le regarda, son visage lui faisait alors face. Et c'est alors qu'une brume commençait à lui entourer les yeux, que le visage de Cole semblait s'être figé de terreur, les 2 yeux manquants. C'est à ce moment-là que j'ai réouvert les yeux. Je savais ce qui m'attendait désormais. La même routine habituelle. Encore une fois, pour m'avoir suivi jusqu'au bout de cette histoire, vous méritez une récompense. De fait, je vous dirai simplement que depuis le début de mon calvaire, des phobies que j'avais déjà vues sont revenues à plusieurs reprises. J'imagine que du fait que chaque personne est différente, les phobies n'agissent pas toujours de la même manière sur une personne. Et donc, le journal a besoin de plusieurs sujets d'observation pour compléter les infos sur une phobie. Après, il y a des phobies qui sont plus récurrentes que d'autres. Je pense que je peux donc conclure ce chapitre et passer au prochain. Nous allons nous attaquer à la prochaine phobie. Une phobie en C. Laissez-moi réfléchir. Voilà, j'ai trouvé. La phobie en C sera la coulrophobie. Une des représentations de la coulrophobie que j'ai pu expérimenter est particulièrement intéressante de par les événements qui ont montré les excès que ce genre de peur peut avoir sur une vie. Bien évidemment, toutes les personnes souffrant de phobie ne réagissent pas de la même manière. Et parmi certains cas extrêmes, il y en a qui fuient l'objet de leur peur, quitte à se cloîtrer chez eux, d'autres qui essayent de vivre autour en suivant une organisation de vie bien précise, et d'autres qui peuvent essayer de détruire l'objet de cette phobie, de manière souvent violente. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons suivre une personne qui représente les 3x7 que j'ai cités plus tôt. De plus, son histoire me permettra de vous introduire le fait que le village peut user de bien des stratégies pour arriver à ses fins, telles que créer tout un monde pour les âmes qu'il capture, leur effacer leurs souvenirs et des fois même, si c'est nécessaire, leur en créer de nouveaux.
Bon sang, je me laisse encore me perdre dans mes pensées. Commençons donc l'histoire de Chloé. Halloween. Une fête où les enfants partent à la chasse aux bonbons. Où les gens se déguisent en monstres, fantômes et autres sorcières. Cette fête m'a toujours décontenancé. Et visiblement, je n'étais pas le seul. Quand Chloé se réveilla, elle était dans un lit, au beau milieu d'une chambre qui ressemblait à une chambre basique de jeune adulte. Il y avait des décorations pour égayer la pièce, des meubles pour ranger ses affaires et des photos de famille. Comme toutes les autres personnes que vous avez suivies lors de mes histoires, elle ne se souvenait plus de rien et portait la tenue habituelle. Mais bizarrement, elle se reconnaissait dans ces photos. Et comme si son esprit essayait de chasser ce qui aurait pu lui sembler bizarre, elle se disait qu'elle avait juste eu un réveil difficile et sortit alors du lit. Elle retira ce qu'elle pensait être son pyjama et alla prendre une douche. Une fois finie, elle se sécha et s'habilla tranquillement, puis enfin descendit prendre le petit déjeuner avec sa famille qui avait déjà commencé à manger. Elle discutait de tout et de rien. Tout semblait de plus en plus normal et commun pour elle. Ses parents qui la taquinaient, elle et son petit frère, le petit déjeuner qu'ils prenaient en famille tous les matins. Puis, une fois à la fin du déjeuner, son petit frère demanda s'il pouvait faire la chasse aux bonbons ce soir. Leurs parents n'étaient pas contre, mais ils voulaient que Chloé l'accompagne, parce qu'il y avait eu des rumeurs sur des personnes déguisées en clown qui étaient revenues depuis une semaine et qui semaient le désordre dans la ville durant la nuit. En entendant ça, Chloé sentit comme si son cœur avait arrêté de battre. Des frissons la parcouraient et elle sentait comme une grande panique monter en elle. Halloween ne lui plaisait déjà pas beaucoup, notamment à cause de tous ces cinglés qui se déguisaient en clown pour faire peur et mettre le bazar chaque année. Et elle avait justement oublié que c'était ce soir. Elle avait toujours eu peur qu'au milieu des idiots qui se déchaînaient tous les ans durant cette période, il y ait un véritable fou dangereux qui se mêlerait au groupe pour commettre de véritables atrocités. On ne pourrait pas oublier la chasse aux bonbons cette année et juste lui en acheter? Son petit frère n'était visiblement pas d'accord. Lui, il voulait se déguiser et partir à la chasse aux bonbons. Une dispute démarra alors entre Chloé et son frère. Elle ne voulait pas avoir affaire à ces horribles clowns et chercha toutes les excuses et tous les moyens possibles pour le faire renoncer à sa chasse. C'est dangereux avec tous les fous qui traînent dehors durant cette période. Et puis il a qu'à se déguiser et manger des bonbons qu'on aura achetés devant un film d'horreur. En plus, Halloween, c'est pour les bébés. Grandis un peu. En entendant ça, le frère de Chloé quitta la pièce et alla s'enfermer dans sa chambre en claquant la porte. Il ne fallut que quelques secondes pour qu'une nouvelle dispute entre elle et ses parents éclate. Elle n'en démordait pas. Mais la dispute prit fin quand la mère de Chloé conclua en lui disant qu'elle accompagnerait son petit frère à sa chasse aux bonbons, sinon elle serait privée de toute autre sortie jusqu'au Nouvel An. Et qu'elle aussi devait grandir un peu, qu'elle ne craignait rien de ces fichus clowns, et que la police allait sûrement patrouiller durant la soirée. Ce fut au tour de Chloé de se précipiter dans sa chambre en claquant la porte. Elle se jeta alors sur le lit et pleura, en maudissant ses stupides parents et son stupide petit frère, qui ne comprenaient rien, et qui ne pensaient qu'à eux. Elle resta le reste de la journée dans sa chambre, jusqu'à ce que sa mère toque à sa porte et lui rappelle l'ultimatum qu'elle lui avait laissé. Chloé se leva alors de son lit, résignée, et se prépara à sortir.
mais au cas où elle ne sortirait pas sans son cran d'arrêt. Une fois qu'elle eut fini de se préparer, elle descendit rejoindre son petit frère, qui était déjà prêt au départ dans son costume de vampire, son petit seau citrouille à la main. Avec un peu de chance, vu la taille, il le remplirait vite, et ils pourraient aussi vite rentrer ensemble. Contrairement à son frère, Chloé n'avait pas pris la peine de se déguiser, et ils partirent tous deux pour la chasse aux bonbons. Pour le moment, son frère passait de porte à porte en disant joyeusement le classique « des bonbons ou un sort » et les adultes faisaient semblant d'avoir peur, complimentaient les déguisements et donnaient des bonbons. Cela faisait déjà 1 heure que la chasse avait commencé, et le sac n'était rempli qu'à moitié. Chloé trouvait que les gens étaient radins sur les bonbons, et que le sac ne se remplissait pas aussi vite que prévu. Surtout que tout le monde ne répondait pas à la sonnette, que certains ne donnaient que 1 ou 2 bonbons à la fois, ou que d'autres ne disaient ne plus en avoir. Elle proposa alors à son frère de rentrer, en lui disant qu'un demi-sac c'était déjà pas mal, et qu'ils étaient déjà plutôt loin de la maison. Mais son frère refusa, en disant qu'il voulait remplir son seau jusqu'à ras-bord. Elle n'insista pas plus. Elle n'avait pas envie qu'il parte en courant faire un autre caprice. Et la chasse continua. Mais en chemin, ils passèrent non loin d'un groupe de personnes déguisées en ces affreux clowns d'Halloween qui s'amusaient à faire peur aux passants. Elle ne voulait pas les croiser et proposa à son frère de prendre un autre chemin. Qu'il y aurait peut-être plus de bonbons par là. Son petit frère accepta tout de suite et ils prirent un autre chemin. Mais malheureusement, il n'y avait pas autant de maisons et encore moins de personnes qui leur ouvrit la porte pour donner des bonbons par là où ils étaient passés. Et le frère de Chloé commençait à bouder, en lui disant qu'elle avait dit des bêtises et que cet endroit était nul. Pour ne rien arranger, elle se sentait observée. Elle regarda autour d'elle, et à un moment elle eut l'impression que son cœur allait s'arrêter d'un coup, quand elle vit un de ces horribles clowns, là, derrière des feuillages en train de la regarder. Elle devait rester calme et surveiller son petit frère. Alors elle se reprit et suivit son frère en essayant, par moments, de le convaincre de rentrer. Sans grand succès. Chaque fois qu'elle regardait derrière elle, ce même fichu clown était là, caché derrière un buisson, un lampadaire ou autre. Ça devait être un des types du groupe de tout à l'heure, qui les avait vus et avait décidé de les traquer pour s'amuser. Bon sang, mais qui pouvait bien aimer ces horreurs, avec leur maquillage qui les fait ressembler à des extraterrestres, toujours ce sourire collé au visage, sans jamais savoir ce qu'ils ont derrière la tête, pensait-elle. Après quelques minutes, à suivre son frère et à voir le clown après eux qui semblait de plus en plus se rapprocher petit à petit, elle craqua et cria « Laissez-nous tranquille, espèce de malade !» Elle prit son petit frère par la main et commença à courir. Mais le seau à bonbons était tombé par terre durant la course, et bien évidemment que le jeune garçon allait se dégager de la main de sa grande sœur pour aller récupérer ses bonbons, en lui demandant au passage ce qui arrivait à sa grande sœur, et que sa blague était pas drôle. Chloé rattrapa son frère et regarda alors autour d'elle, paniquée, pour voir où leur poursuivant était caché, quand elle entendit, derrière son oreille, « Tu veux jouer avec le clown ?» Elle sortit son cran d'arrêt et le gesticula dans tous les sens derrière elle. Le clown était à environ 2 mètres de Chloé et son frère, et il les regardait, calmement, alors que la jeune femme, terrifiée, son couteau à la main, faisait barrage devant son frère. Le cauchemar qui était devant elle sorta alors un objet de derrière son dos. Un objet brillant. Elle sut tout de suite ce que c'était. Un couteau. Lui aussi en avait un. Et alors qu'il commençait à avancer en direction de Chloé,
Elle poussa un grand cri et fonça sur lui en fermant les yeux, son bras tenant son cran d'arrêt bien tendu, jusqu'à ce qu'elle sente son bras s'arrêter net, et que quelque chose commença à couler sur ses doigts. En réouvrant les yeux, elle vit qu'elle avait enfoncé son couteau dans l'œil du clown, qui lâcha son couteau et tomba en arrière, en ayant des spasmes une fois arrivé sur le sol, pendant quelques secondes avant de ne plus bouger. Alors que le silence de la nuit se déchirait sous les cris d'horreur du frère de Chloé qui répétait la même phrase en boucle, « Tu as tué le clown, tu as tué le clown, tu as tué le clown », jusqu'à ce que sa voix eut l'air de se dédoubler, alors que Chloé essayait de calmer son frère qui se mut d'un coup, ne laissant plus qu'une voix sinistre derrière Chloé qui continuait de répéter la même chose. Quand Chloé se retourna, elle vit que le corps du clown censé être mort avait recommencé à convulser sur le sol, mais bien plus fort qu'avant, à tel point que ça ressemblait presque à une danse grotesque. Alors que la voix semblait justement venir de là et devenait de plus en plus macabre, le corps commençait à se déformer. Le masque de clown semblait fusionner avec le visage de l'être en train de gesticuler. Son visage, son costume se décomposaient par endroits, laissant apparaître des morceaux de chair à vif. Et alors que Chloé s'apprêtait à courir en portant son frère, elle sentit quelque chose s'agripper à sa cheville, en même temps que le silence était revenu. Quand elle baissa les yeux, elle vit qu'une main gantée la tenait fermement, et cette main était rattachée à un long bras, semblant presque élastique, qui appartenait au clown qui commençait alors à se relever, tout aussi grotesquement que lors de ses convulsions. Elle ordonna à son frère de fuir et d'aller se cacher, le plus vite possible alors qu'elle se faisait traîner par terre en direction de l'abomination qui le faisait à leur face. Elle eut juste le temps de voir son frère partir en courant, avant que l'horrible tête de la chose s'était rapprochée de la sienne. Pourquoi tu as tué le clown? Tu ne veux pas jouer avec le clown? La créature retira le cran d'arrêt de son œil qui sortit de son orbite, puis il mit la lame dans sa bouche, avec l'œil toujours dessus. Mais quand il ressortit la dite lame de sa bouche, l'œil n'y était plus. Un bruit de déglutition, signifiant là où il avait sûrement fini. Son long bras attrapant le couteau qu'il avait lâché antérieurement, puis il plaça les deux lames juste en face des yeux de Chloé, avant de ricaner et de dire Je ne vous détaillerai pas plus la suite des événements. Rien que de m'en rappeler la sensation que j'avais ressentie à travers la pauvre Chloé, j'en ai des nausées. Mais vous devez savoir comment ça s'est fini. Par un ménage. Cette histoire était particulièrement difficile à raconter. Et j'ai préféré vous passer les dialogues de la famille de Chloé, car comme certains d'entre vous s'en doutaient, rien de tout ça n'était réel. C'était encore une fois une création du village. D'ailleurs, vous devez commencer à vous demander pourquoi un village, alors que autant la première histoire se déroulait effectivement dans un village, mais ensuite elles se sont déroulées dans une ville et dans un quartier d'une potentielle autre ville. C'est tout simplement dû à l'origine de cet endroit, qui au départ était bel et bien un village, mais qui au fil du temps a fini par évoluer pour s'adapter aux âmes qui atterrissaient ici, et permettre à leurs cauchemars d'être plus réalistes pour elles. Aussi, comme je le craignais, le village évolue encore aujourd'hui. Mais je ne sais de quelle manière, mais je le sens. Le village change. Considérez les informations que je viens de vous donner comme votre récompense du jour pour m'avoir suivi dans cette histoire. Maintenant, je vais devoir chercher une nouvelle histoire à vous raconter, je suppose. Avec une phobie commençant par la lettre D.
Voyons voir. La démonophobie est la peur extrême des démons, esprits malins et autres entités maléfiques. Il s'agit bien évidemment de la phobie que je vais vous exposer avec l'histoire du jour. Durant les événements que je vais vous conter, nous suivrons donc Damien, qui est, après ce que j'ai remarqué durant l'histoire, devait sûrement être un homme de foi. D'ailleurs, cette histoire date d'il y a longtemps. Je ne saurais dire combien de temps. Mais à cette époque, le village n'était pas très évolué technologiquement parlant. Nous étions encore à l'époque des calèches et de la chasse aux sorcières. Damien a donc fait partie des âmes qui ont suivi le funeste destin des habitants originels du village. Mais cette histoire est importante, car elle est significative du genre de personnes qui atterrissent en général dans ce lieu cauchemardesque. Bon, ne tergiversons pas plus, et commençons donc cette nouvelle histoire. Damien venait de se réveiller, comme chaque nouvelle âme, sans souvenir, et avec la tenue standard. Il était sur un lit, dans un endroit où plusieurs autres lits étaient rassemblés. La pièce où il se trouvait était plutôt simpliste. Des lits, des murs en pierre. Une femme en tenue noire et blanche, sûrement de nonne, se trouvait non loin de son lit et avait remarqué qu'il s'était réveillé. Vous êtes enfin réveillé. Comment vous sentez-vous? La jeune femme qui venait de s'adresser à Damien lui faisait face, et il était comme subjugué devant une telle beauté. Mais il avait aussi mal au crâne, et son esprit lui semblait comme embrumé. Et cette fois, ce n'était pas ma faute. Qui êtes-vous? Où suis-je et qui suis-je? Oula, votre chute a dû être bien plus forte que je ne le croyais. Ma chute? Je vous ai trouvé hier matin au pied des escaliers dans le moulin, inconscient. J'ai cru que vous aviez chuté dans les escaliers et que vous vous étiez assommé. Et visiblement, j'avais raison, au vu de votre état. Même si je n'imaginais pas que vous perdriez la mémoire. Prenez votre temps pour reprendre vos esprits. La situation actuelle ne doit pas être évidente pour vous. Je vous laisse de quoi vous nourrir et vous habiller convenablement. Mais attendez mon retour pour sortir de cette pièce. Je ne voudrais pas que vous vous perdiez ou que vous n'ayez un nouvel accident. Oui, merci. Juste, pourrais-je connaître votre nom? Oui, bien sûr. Je me nomme Catherine. Après avoir révélé comment elle s'appelait, Catherine sortit de la pièce, laissant Damien seul. Il se passa plusieurs heures où il prit le temps de se nourrir, s'habiller avec les vêtements qu'elle lui avait laissés, qui étaient clairement une tenue religieuse. Et durant ces longues heures, il se posait tout un tas de questions sur lui-même et la situation dans laquelle il était. Mais ses pensées tournaient surtout autour de la belle Catherine. Le soleil commençait à se coucher quand la jeune femme revint enfin avec un nouveau plateau, dont l'odeur d'un nouveau repas se faisait sentir. Et en voyant que Damien avait mangé et s'était habillé, elle semblait joyeuse. Elle s'asseyait sur une chaise en face de lui, et après avoir échangé des banalités sur comment se sentait-il, et est-ce qu'il avait retrouvé quelques souvenirs, les réponses à ces questions furent mieux et non. Elle lui expliqua qu'il se trouvait dans l'un des rares monastères mixtes de France, où les moines et les moniales sont assemblés et vivent ensemble, qu'elle et lui étaient des novices en formation pour devenir moine et nonne au sein du monastère, et que le lendemain, elle avait obtenu une journée de repos pour s'occuper de lui refaire visiter le monastère et lui expliquer leur journée, et aussi essayer de lui faire retrouver la mémoire. Damien était ravi de pouvoir passer une journée avec elle, mais quelque chose au fond de lui le gênait, même s'il ne savait pas quoi exactement.
Une fois la discussion et son repas terminés, le soleil avait fini de se coucher. Catherine dit alors « Bonne nuit à Damien » et quitta la pièce à nouveau. Seul, il ne lui restait plus qu'à dormir et à attendre le lendemain où il passerait la journée avec la belle jeune novice qui lui servirait de guide. Mais, quelque temps après avoir fermé les yeux, des visions commençaient à apparaître dans son esprit. Des visions de créatures terrifiantes et d'un lieu si horrible qu'il ne pouvait s'agir que de l'enfer. Quand Damien réouvrit les yeux, il était en sueur, et le jour venait déjà de se lever. Il n'avait pas vu la nuit passer. Et le temps de se calmer, la porte de la pièce s'ouvrit, laissant apparaître Catherine, qui lui offrit un joli sourire, suivi d'un « Bonjour, avez-vous bien dormi? Oui. Juste quelques douleurs à la tête par moment. Mais je vais bien, ne vous inquiétez pas. » Il ne voulait pas l'inquiéter, et surtout pas avec des rêves de démons et d'enfer. Au vu de là où il se trouvait, il était peut-être préférable de garder tout ça pour lui. Et elle avait l'air de croire en ses paroles. Pendant plusieurs minutes, Catherine expliqua les règles qu'ils devaient appliquer tous deux, durant le reste de la journée, comme à certains lieux à l'intérieur du monastère, ils devaient garder le silence, de ne pas déranger les autres résidents du monastère pendant leurs tâches, qu'ils ne pourraient d'ailleurs interagir que tous les deux durant la journée, et que les autres personnes ne lui répondraient pas s'il leur parlait. Damien confirma qu'il avait écouté et compris les règles, et ils quittèrent la pièce pour la visite du monastère. Je vais vous résumer la visite du lieu en signalant les endroits qu'ils ont visités. De fait, durant la journée, Catherine servit de guide à Damien, qui respecta scrupuleusement les règles que cette dernière lui avait demandé de respecter. Ils virent une grande cour, avec plusieurs parterres de fleurs et une grande fontaine au centre de celle-ci, où les habitants du lieu pouvaient parcourir et discuter doucement. C'était l'un des rares endroits de sociabilisation. Divers lieux de prière, recueillement et à divers rôles religieux, une zone où étaient rassemblés un potager, verger et un moulin où les moines travaillaient durant la journée quand ils ne priaient pas, et d'autres lieux comme les cuisines, les chambres et d'autres pièces qui servaient à la vie quotidienne. Puis ils retournèrent à l'infirmerie, d'où ils étaient partis. La journée semblait s'être bien passée, mais Damien ressentait une sorte de mal-être au plus profond de lui, qu'il ne signala pas à Catherine. D'ailleurs, cette dernière finit par lui dire avant de le quitter qu'à partir du lendemain, elle devrait reprendre ses tâches habituelles de la journée et qu'elle ne viendrait le voir que le midi et le soir pour lui donner à manger et prendre de ses nouvelles. Mais qu'elle avait passé une bonne journée en sa compagnie. Damien n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit qu'elle avait quitté la pièce. Non seulement il avait cette sensation étrange, mais en plus il était triste de ne plus passer autant de temps avec la jeune femme. Et il se coucha, le cœur en peine. Bien évidemment, les cauchemars revinrent, et une sorte de cycle commença à se former. La journée, Damien restait dans l'infirmerie, ou alors il se baladait dans le monastère, en revoyant de temps en temps Catherine. Et la nuit, il faisait ses horribles cauchemars. À tel point qu'au bout de ce qui lui avait semblé être une semaine, il ne voulait plus dormir, mais la fatigue l'emportait toujours. Et le pire, c'est qu'après tout ce temps, aucun souvenir n'était revenu. Il allait pourtant prier tous les jours pour retrouver la mémoire, que ses nuits ne soient plus envahies par les démons et qu'il puisse passer plus de temps avec Catherine. Mais le temps passa et il remarqua autre chose. Le mal-être qu'il ressentait se déclenchait presque toujours quand elle était là, ou qu'il pensait à elle. Son cœur s'emballait, son entrejambe le démangeait, son ventre se serrait, et il savait que c'était le signe de l'amour et du désir. Mais ce mal de crâne et ces frissons dans le dos, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'un religieux avait le droit de ressentir ça? Est-ce que même si sa mémoire était pour l'instant perdue, son corps lui signalait qu'il faisait quelque chose de mal? Et ces rêves, ces créatures horribles, pourquoi chaque nuit il le tourmentait? Il essaya alors d'éviter Catherine et se débrouillait toujours pour ne plus la voir. Il essaya d'ailleurs de ne plus dormir du tout, même si encore une fois la fatigue l'emportait. Mais cette fois,
1 jour sur 2 environ. Mais ça ne marcha pas. Il pensait constamment à elle quand il n'essayait pas de s'empêcher de dormir ou quand le sommeil et les démons le rattrapaient. Il n'en pouvait plus. Quand il allait prier désormais, il suppliait juste pour que ses souffrances s'arrêtent. Et une nuit, alors que les démons le tourmentaient à nouveau, des visions de Catherine s'infiltraient dans son esprit. Mais ce n'était pas la belle et gentille Catherine. C'était une version plus obscène, dévergondée, sulfureuse et malicieuse de la jeune femme. À son réveil, Damien eut ce qu'il considéra alors comme une révélation. Catherine, c'était elle. C'était de sa faute. Si tous ces démons me tourmentent, si je ressens tout ce mal en moi, c'est à cause d'elle. C'est un loup qui se cache au milieu des brebis, une succube qui tente de me corrompre et de consumer mon âme par le désir. Si je la supprime, je serai alors libéré de ces visions. Et peut-être retrouverai-je enfin la mémoire. Le plan de Damien était simple. Il devait juste attendre la prochaine visite de la novice, qui lui apporterait alors son repas et la supprimer, afin d'être libéré de ses tourments. Il attendit alors toute la matinée, et quand la porte s'ouvrit, ce n'était pas Catherine, mais une autre novice, visiblement. Quoi ? Pourquoi ce n'est pas Catherine ? Est-ce qu'elle sait que je veux la tuer ? Non, attends, garde ton calme, se disait Damien. Il demanda calmement pourquoi Catherine n'était pas venue. La personne lui répondit que Catherine lui avait demandé depuis quelques jours de la remplacer. Damien demanda pourquoi et l'autre novice lui répondit qu'elle ne savait pas, mais que s'il le désirait, elle pouvait lui demander de revenir pour le repas du soir. Il accepta bien sûr immédiatement. De fait, il attendit le reste de la journée, et quand la porte s'ouvrait à nouveau, elle était là. C'était Catherine, qui avait le visage plus fermé qu'à l'ordinaire. Il déposa le plateau de nourriture au même endroit où elle le posait d'habitude, et finit par dire Bonsoir. Vous m'avez demandé ? Oui. Pourquoi avez-vous demandé à être remplacé ? J'avais l'impression que vous cherchiez à m'éviter. Alors, j'ai décidé de vous laisser tranquille et de ne plus vous déranger. Oh. Désolé. J'étais trop concentré à retrouver ma mémoire et à régler d'autres choses. Et je préférais ne pas vous déranger avec ça. Je comprends. Mais si vous avez des problèmes, vous pouvez m'en parler. Damien se sentait apaisé. Mais des flashs de ses cauchemars et de la Catherine sulfureuse firent alors surface dans son esprit, ainsi qu'un mal de crâne plus intense que d'habitude. Il était désormais sûr. Elle était responsable de ses souffrances. Essayait à nouveau de le tromper, pour qu'il baisse sa garde. Mais ça ne se passerait pas comme ça, pensa-t-il. Il l'attrapa par le col et la plaqua contre le sol, et entoura fermement son cou avec ses mains, qu'il serra aussi fort qu'il pouvait. Le regard d'incompréhension et de terreur de Catherine lui faisait face. Il ferma alors les yeux et continua son œuvre, alors qu'il sentait la femme se débattre au bout de ses bras, et les larmes couler sur les joues de celle-ci, ainsi que sur ses propres joues. Et au bout de quelques minutes, plus rien. Elle ne bougeait plus. Il rouvrit alors les yeux et, cette fois, c'était le regard sans vie de Catherine qui lui faisait face. Il desserra ses mains et fut d'un coup pris de nausée. Il sortit alors de la pièce et alla dans la cour pour plonger sa tête dans la fontaine. Et lorsqu'il la ressortit, il respira un grand coup et essaya de se calmer.
Mais quand le mouvement de l'eau se calma, il vit une créature horrible dans l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Il recula de la fontaine en se jetant en arrière, atterrissant sur les fesses. Mais rien. Le silence et le calme régnaient alors que la lune baignait de lumière la paisible cour où il se trouvait. Il décida de retourner voir prudemment à l'intérieur de la fontaine, et quand il regarda à nouveau dans l'eau, la créature y était à nouveau. Damien eut un sursaut de peur, mais la créature dans l'eau semblait tout aussi terrifiée. Et elle lui ressemblait un peu. Elle faisait les mêmes gestes que lui, et quand il essaya de toucher le haut de sa tête, l'horreur le paralysa. Non seulement la créature faisait comme lui, encore une fois, mais en plus, il sentait entre ses mains des protubérances qui ne devraient pas y avoir. Il ne mit pas longtemps avant de comprendre que ce qui apparaissait dans l'eau était son reflet, qui reflétait alors un démon. Il tremblait de tout son être. Il ne comprenait pas. Pourquoi? J'ai tué la démone, j'ai supprimé l'origine du mal qui me rongeait, et je l'ai empêché de corrompre mon âme. Il retourna en titubant dans la pièce où il avait tué Catherine. Et sans surprise, le corps était encore là, dans le même état où il l'avait laissé. Le visage sans vie, une expression de profonde tristesse, plus qu'autre chose, se lissait sur celui-ci. La faible lueur de la bougie qui l'éclairait d'une douce et chaude lumière. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment une personne aussi belle et gentille aurait pu être un démon? Comment j'ai pu croire ne serait-ce qu'une seule seconde? C'est alors que de nouveaux flashs firent alors surface dans son esprit. Les démons avaient toujours été là, dans son esprit, aussi loin qu'il s'en souvenait désormais. Il avait décidé de devenir moine pour les chasser, en espérant que dans ce lieu le Seigneur le protégerait. Ce n'était pas la faute de Catherine. Et au final, alors qu'il craignait que les démons ne corrompent son âme et l'emmènent droit en enfer, il l'avait fait tout seul, en commettant l'irréparable, condamnant son âme à l'enfer. Il était lui-même devenu un démon. C'est alors qu'il prit le couteau sur le plateau de nourriture que Catherine lui avait apporté, qu'il se mit à genoux devant le corps de la jeune femme et qu'il se mit le couteau sous la gorge, disant ces quelques mots, les larmes coulant à flot sur ses joues. Je suis tellement désolé, Catherine. Je ne te rejoindrai pas au paradis. J'irai expier mes péchés au plus profond des enfers. Il se trancha alors la gorge et se laissa se vider de son sang. C'est après que j'ai réouvert les yeux, médusé de ce que je venais de voir, et dire que j'allais devoir revoir cette horrible scène pour aller chercher le corps de Damien. Bon, comme d'habitude, je vais vous donner une récompense pour avoir suivi jusqu'au bout. Déjà, cette histoire fait écho à la dernière, car les deux ont essayé de détruire la source de leur terreur et de leur souffrance, mais les deux n'ont pas fini de la même manière. En tout cas, le procédé était différent. Je vous ai dit bien plus tôt que cette histoire était représentative de ceux qui atterrissaient ici, donc dans le village. Eh bien, oui. Je n'oublierai jamais les derniers mots que la personne qui a créé le village a dit avant de disparaître. Tous ceux qui, comme vous, se laisseront consumer par leur peur et leur haine, jusqu'à en faire souffrir les autres, finiront prisonniers de leur pire cauchemar et ne pourront en ressortir que s'ils s'en libèrent. De fait, toutes les personnes qui ont atterri ici sont responsables de près ou de loin de la souffrance d'autres personnes, à cause des poisons que peuvent être la peur et la haine. On m'a compris. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, je me rends compte de la gravité de mes fautes, mais je ne pourrai rien y changer. Et, de toute façon, je suis déjà condamné à vivre ici les pires cauchemars existants à travers les âmes d'autres personnes. Tiens, quand on parle du loup, je me disais aussi que ça commence à faire un moment. Je vous retrouverai donc pour la prochaine histoire, si vous voulez encore me suivre. Bon, je vais continuer à rédiger ce journal au cas où certains d'entre vous ont encore envie de suivre mes récits, malgré les informations qui ont été apportées la dernière fois sur ma personne. Et sur le type de personnes qui finissent en général dans le village. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet. Je le ferai peut-être au fil du temps, si les sujets que j'aborde ont un rapport avec ma faute ou quand j'aurai terminé ce journal. Quoi qu'il en soit, nous en étions donc à la lettre E. Et la personne que nous allons suivre sera dès lors baptisée Hector. Ça commence par un H, mais le nom me fait penser au début de hectophobie, le sujet du jour. Donc, ça fera l'affaire. Il souffrait donc d'hectophobie, aussi appelée phasmophobie. Mais je préfère garder la lettre P pour une autre phobie. De fait, l'hectophobie est la peur extrême des fantômes. Mais alors que la majeure partie des gens souffrant de phobie les évitaient, voire les fuyaient comme la peste, ou bien essayaient d'en détruire la source, comme nous l'avons constaté dans les histoires précédentes, lui essayait de toutes ses forces de s'y confronter, comme pour prouver qu'il était plus fort que la peur. Mais son entêtement, son imprudence et son orgueil furent la cause de son arrivée ici. Je vous l'ai dit, ceux qui viennent ici sont pour la plupart des gens qui ont des choses à se reprocher. D'ailleurs, comment je connais les raisons qui l'ont fait atterrir ici, vous allez me demander sûrement. Eh bien, je vous ai dit que le village semblait évoluer. Et j'avais raison. Sa manière de procéder lors des cauchemars a encore changé. Je vous donnerai certains détails de son évolution après l'histoire du jour, comme récompense. Mais pas avant, car j'ai déjà perdu pas mal de temps. De fait, je vais devoir vous résumer l'histoire de sorte à ce que le chapitre ne fasse pas une vingtaine de pages. Et donc, je devrais sûrement sauter des dialogues pour me concentrer sur l'essentiel. Bon, commençons sans plus tarder. L'histoire de la dernière âme à avoir été emmenée dans le village à ce jour. Hector s'était réveillé dans un endroit sombre et humide. Contrairement aux autres âmes qui lui ont précédé, lui se rappelait toute sa vie dans son intégralité. De fait, il se rappelait son vrai nom. Mais j'ai décidé de le rebaptiser quand même, parce que j'en ai pris l'habitude, et que ça ne changerait rien qu'il s'appelle Pierre, Paul ou Jacques. Donc, toute notion de son véritable nom sera changée en Hector. Et de toute façon, c'est moi qui raconte, donc je fais ce que je veux. Et donc, Hector se souvenait de qui il était, mais ne savait pas encore où il se trouvait, même si l'atmosphère de l'endroit et ce sur quoi il était allongé lui rappelaient vaguement quelque chose, et lui faisait ressentir un stress intense. Il mit sa main dans sa poche, en sortit son téléphone et éclaira l'endroit. Dès l'instant où le lieu fut illuminé, il se sentit mal et se mit à vomir à cause du stress qui fut trop intense sur le coup.
Il connaissait bien cet endroit. C'était le lieu qui hantait la plupart de ses cauchemars. Mais jamais ça n'avait l'air aussi réel. Une fois que ses intestins eurent fini de lui faire des misères, il récupéra son portable et essuya les gouttes de vomi qui avaient éclaboussé l'écran sur ses vêtements, qui d'ailleurs étaient de vrais vêtements. Une veste, un jean, des baskets, etc. Et pas la tenue de prisonnier habituelle, ce qui me surprenait de plus en plus. Et donc, après avoir essuyé son téléphone, il illumina à nouveau l'endroit. C'était un tunnel creusé dans la roche. Une ancienne mine abandonnée, pour être plus précis. Et comme je vous l'ai dit auparavant, même si cet endroit lui faisait ressentir une peur panique, il se mit une gifle, se secoua et avança d'un pas décidé en se disant « Allez Hector, t'es pas une... » Pour éviter d'être vulgaire, je vais changer une syllabe. Si vous comprendrez ce qu'il voulait dire, mais je ne serai offensant envers personne. Du coup, allez Hector, t'es pas une fiole. T'as peur de rien, les fantômes, ça n'existe pas. Comme pour se convaincre lui-même de ses propres paroles. À mesure qu'il avançait dans le tunnel, les souvenirs refaisaient surface. Il avait toujours eu peur des fantômes et des esprits. Une peur intense qui, déjà tout petit, lui avait valu des moqueries de ses camarades. Mais le pire, c'était son père, qui n'arrêtait pas de lui répéter les mêmes mots qu'il se répétait depuis tout à l'heure. T'es pas une fiole, t'as peur de rien, les fantômes, ça n'existe pas. À chaque fois que Hector commençait à paniquer à cause de sa phobie, son père lui mettait une grande claque et lui répétait sans cesse les mêmes paroles. Au final, sa phobie se transformait en obsession. À chaque fois qu'un lieu était dit comme hanté, il devait se prouver à lui-même qu'il n'était pas une fiole. Et finit même par embarquer son petit frère et sa petite sœur, tous deux jumeaux et plus jeunes de 5 ans, dans ses aventures. Ce qui fait qu'à l'époque du drame, ils devaient avoir tous entre 15 et 16 ans pour l'aîné, et pour les jumeaux entre 10 et 11 ans. Et à cette époque, Hector eut connaissance, durant ses recherches de lui hanter, de la mine abandonnée, qui avait la réputation d'être hantée par les fantômes des mineurs morts durant les recherches de minerais, et que toutes les personnes qui parcouraient ces tunnels n'en revenaient jamais. D'abord réticent, il ne fallut pas longtemps pour que le jeune homme, avide d'asseoir sa domination sur sa propre peur, décide d'y aller. On y est embarquant, bien évidemment, ses 2 témoins pour raconter son exploit autour de lui. Parmi les jumeaux, la jeune fille n'avait pas du tout envie d'y aller. Mais Hector l'y força, en lui disant que si elle ne le faisait pas, il allait la frapper. Certains se demandent sûrement, mais que font leurs parents? Eh bien, le père était le cliché du parent alcoolique et violent, et la mère avait quitté la maison sans laisser de traces peu de temps après la naissance des jumeaux, en laissant tout ce beau monde sous la garde du père. Une vie bien chaotique et pas forcément le meilleur milieu pour le développement de jeunes, vous en conviendrez. Ce qui fait qu'il régnait une sorte de hiérarchie basée sur la force au sein de la famille, avec le père au-dessus des autres, suivi de Hector et enfin des jumeaux, même si le frère était techniquement au-dessus de la sœur, lui qui idolâtrait son grand frère et le prenait comme exemple. Et alors que la jumelle était réticente, le jumeau, lui, était impatient. Après quelques jours de préparation, ils partirent donc tous les 3 pour l'expédition de la mine abandonnée, avec plus ou moins d'entrain. Un soir où leur père était imbibé d'alcool. Arrivé devant la mine, Hector ressentait une grande peur, mais son orgueil refusait de faire demi-tour. Et du côté des jumeaux,
L'un avait l'air ravi tandis que l'autre beaucoup moins. Mais à mon avis, les menaces de violence avaient fait taire toute tentative de rétractation. Les trois jeunes étaient rentrés finalement dans le tunnel et avançaient lentement. Hector finit même par ramasser une barre de fer par terre et jouer avec pour se changer les idées. À mesure qu'ils s'enfonçaient, la sortie se voyait de moins en moins. Je vous passe les détails, mais pendant une demi-heure au moins, ils avaient vagabondé dans les tunnels en marquant chaque croisement pour ne pas se perdre. Et Hector commençait même à se sentir un peu rassuré au fil du temps, du fait qu'aucun fantôme ou autre chose bizarre ne se soit manifesté. Quand soudain, devant ce qui semblait être un encadrement de porte en bois, des bruits de respiration rauque se firent entendre. C'était la panique dans sa tête. Il brandit la barre de fer d'une main, regardant et pointant sa lampe de poche dans tous les sens, de l'autre main. Quand une ombre était apparue dans le mouvement de la lampe, le jeune garçon lâcha alors la lampe, prit la barre à deux mains, cria de toutes ses forces et fonça pour donner un grand coup sur l'ombre qui était apparue devant eux. Quand il sentit d'un coup l'objet s'abattre sur quelque chose de dur, produisant une sorte de craquement, puis le bruit de quelque chose de lourd qui tombe par terre, juste devant lui. Quelques secondes après, les lumières des lampes des jumeaux éclairaient un homme à terre, qui avait l'air de ne pas s'être lavé ni changé depuis un moment, le crâne fendu et le sang coulant à flots. Pour vous la faire courte, ils découvrirent que c'était sûrement un sans-abri qui avait élu domicile dans les tunnels, et pensèrent qu'il était sûrement partie responsable de la légende des fantômes dans la mine. Et Hector, dans la panique, l'avait tué. Il menaça et fit promettre aux jumeaux de ne rien dire. Puis ils partirent dans la mine, en faisant le chemin inverse. Il se passa plusieurs années, où Hector fit souvent des cauchemars de l'homme le hantant dans ses rêves, de la porte dans le tunnel, et il ne retourna jamais plus dans un lieu dit hanté. Mais au bout de ces années, un autre drame arriva. La jeune sœur jumelle, sûrement n'arrivant plus à garder le secret, et à cause de la pression que lui mettaient ses deux frères, finit par se suicider, en emportant le secret dans la tombe. C'est au moment où il repensa à sa sœur que Hector venait d'entendre un bruit déchirant, qui le figea sur place et lui glaça le sang. Et en reprenant conscience, il remarqua quelque chose qui lui donna à nouveau envie de vomir. Une personne était pendue en face de lui, dans le tunnel exigu. Il reconnut tout de suite la silhouette de sa sœur. Que faisait-elle là? Est-ce que les fantômes existaient bel et bien? Était-ce elle qui avait emmené Hector ici? Voulait-elle se venger de lui ou lui rappeler sa faute? Soudain, en un battement de cils, elle avait disparu. Hector était à nouveau seul dans ce tunnel. Il voulait en sortir le plus vite possible, mais il était perdu. À l'époque, il y avait les repères qu'il avait mis pour retrouver son chemin, mais soit il était dans une partie de la mine qu'il n'avait pas encore explorée, soit les repères avaient disparu. Il avança à l'aveugle pendant encore un moment. Quand il finit par arriver devant un endroit qu'il reconnaissait que trop bien. C'était la porte qui apparaissait dans chacun de ses cauchemars, celle où il avait tué un homme. Il se retourna et s'apprêta à courir quand il se rendit compte qu'à quelques mètres de lui, sa sœur était réapparue, lui bloquant le passage. Il lui hurla dessus, lui ordonnant de le laisser passer, de le laisser partir. Il se sentit projeté violemment en arrière, la silhouette de sa sœur disparaissant dans les ténèbres. Quand il retomba sur le sol, il avait les oreilles qui sifflaient, sa tête bourdonnait
et il était à moitié dans le noir, car il avait lâché son téléphone durant sa projection. Il avança à quatre pattes pour le récupérer, quand une silhouette fit irruption entre lui et le téléphone. Elle était plus grande que celle de sa sœur, et ressemblait plus à celle d'un homme. Hector rampa en arrière rapidement, jusqu'à ce que son dos heurte les parois de là où il se trouvait. Devant lui, deux silhouettes lui faisaient face désormais. La lumière du téléphone les éclairant assez pour qu'il discerne sa sœur, et ce qui était sûrement l'homme à qui il avait ôté la vie. Ils restèrent pendant quelques minutes, debout, devant lui, sans bouger, silencieux. Jusqu'à ce que, n'en pouvant plus et pris d'un accès de rage, Hector se mit à prononcer les mots que je vais vous retranscrire à partir de maintenant, car je pense qu'ils ont leur importance pour ce qui a suivi. Alors c'est comme ça, hein? Vous me jugez responsable de votre mort et vous voulez vous venger. Mais c'est de votre faute. Toi le vieux, tu avais rien à faire dans cette mine. Et si t'avais pas été sûrement à l'origine de la légende du tunnel fantôme, ce serait peut-être pas arrivé. Quant à toi là, t'as juste pas eu assez de cran pour supporter le secret que tu devais garder. Au moins t'as eu la décence de l'emporter dans ta tombe. Vous êtes responsable de ce qui vous est arrivé. Et puis j'ai pas peur de vous, moi. Alors ramenez-vous, je vous attends. Juste après qu'il ait fini sa phrase, on aurait dit que la silhouette de sa sœur avait baissé la tête, comme de dépit et de tristesse, avant de disparaître en un nouveau clin d'œil, laissant l'autre apparition seule avec Hector. L'homme fantomatique avait alors avancé pour n'être qu'à 2 petits mètres du jeune homme, ses émotions toujours illisibles. La lumière du téléphone qui commençait à clignoter, jusqu'à s'éteindre totalement, laissant Hector dans le noir complet avec la chose qui se tenait devant lui avant que la lumière ne s'éteigne. J'ai ressenti alors un intense mal de tête, comme si quelque chose de dur l'avait percuté avec force. Puis j'aurais ouvert les yeux, devinant le destin d'Hector, à la vue de mes barreaux ouverts. Et quand je trouva son corps, lors du ménage, son expression était la même que celle de toutes les autres âmes brisées, et son crâne était en sang. Maintenant que l'histoire est terminée, je vais comme promis vous donner les détails sur les évolutions du village. Le village a évolué au fil des siècles, qui sont sûrement passés selon moi, technologiquement parlant, avec l'apport des innovations qui sont apparues, je ne sais comment au fil du temps, telles que les lampes, téléphones, voitures et autres appareils, et dans sa technique lors du déroulement des cauchemars. À l'origine, tous les cauchemars se déroulaient à l'intérieur du village, dans son état originel. Puis, quand des âmes extérieures au village ont été emmenées, il a créé divers lieux et diverses histoires, sûrement pour faciliter l'immersion de sa victime à l'intérieur de ses cauchemars, et qu'elle ne se doute de rien jusqu'à la fin. Voilà, ce sont les principales et les plus significatives évolutions que le village a subies, de la part de l'entité qui le contrôle. Je vais maintenant clore ce chapitre. Et nous nous retrouverons donc pour la prochaine histoire. Nous voilà donc à nouveau ensemble pour une nouvelle histoire. Et pour la phobie en F, nous allons retourner dans le passé une nouvelle fois. Nous traiterons aujourd'hui de la frigoriphobie, même si l'histoire d'aujourd'hui se rapproche plus de la cryophobie. La différence entre les deux est que la frigoriphobie est la peur des temps froids, tandis que la cryophobie est la peur du froid extrême, entre autres. Donc la différence est basée sur le degré de puissance du froid, de la température et des conséquences qui en découlent, si j'ai bien compris. Je crois bien que cette histoire s'est déroulée il n'y a pas si longtemps que ça après l'histoire de Damien d'ailleurs. À peine une centaine d'âmes plus tard, je dirais. Je ne pourrais pas faire plus précis.
Au vu de ma situation, c'est la seule mesure du temps que je puisse avoir. Et soit dit en passant, la personne que nous allons suivre aujourd'hui sera nommée Frida. Ce nom sonne bien. De fait, commençons. L'hiver est une saison spéciale dans le cœur des gens. Il peut être autant synonyme de beauté et de bonheur que de danger et de peur. Et fut une époque, l'hiver était plus une saison difficile, où les gens essayaient de survivre tant bien que mal. Les maisons n'étaient pas aussi bien isolées qu'actuellement. Il n'y avait pas de voitures, de bus ou autres pour se déplacer relativement facilement. Pas de supermarché à disposition ne manquant jamais de rien pour notre confort et notre survie lors de ces temps froids. Oui, à une époque, les gens survivaient comme ils pouvaient, en faisant des réserves de nourriture, que ce soit viande ou produits agricoles, qu'ils faisaient bien sûr conserver. Et il ne fallait rien jeter, en tout cas le moins possible. Par exemple, le boudin noir vient de là, car même le sang des bêtes était gardé pour se nourrir. La moindre ressource était importante. Il fallait aussi du bois, et si par chance nous trouvions de la fourrure, que ce soit lors de chasse ou d'acquisition, nous pouvions être contents, car le tissu et la fourrure de qualité pouvaient coûter cher à l'époque. Si je vous dis tout ça, c'est pour que vous réalisiez l'écart de confort et de chance de survie entre l'époque dont j'ai fait partie avant d'atterrir ici et la vôtre. Et donc, finalement, nous suivons Frida, qui se réveilla dans le même état que la plupart de ceux que nous avons suivis. Elle était au beau milieu d'une forêt recouverte d'un manteau blanc et froid. Bien évidemment, la sensation des pieds et mains nus dans la neige n'est jamais vraiment agréable, vous en conviendrez. Et nous pouvions donc y ajouter la sensation d'être perdus, aussi bien personnellement que géographiquement. Elle ne savait ni où elle était, ni ce qu'elle y faisait, ni où elle devait aller, et bien sûr encore moins qui elle était. Mais la situation était urgente. Le crépuscule annonçait que la nuit n'allait pas tarder à tomber. Et si elle était encore dehors durant la nuit, la température serait encore plus glaciale, et elle pourrait sûrement se perdre bien plus facilement. Elle se leva alors doucement, en grelottant intensément, et essaya d'avancer à vitesse constante, droit devant elle, en se concentrant sur sa destination pour tenter d'oublier le froid. Elle passa un moment à marcher dans la neige, jusqu'à ce qu'elle vit au loin une maison d'où provenait de la lumière, alors que la nuit s'apprêtait à tomber. La joie et l'espoir l'envahissaient, et lui firent oublier le froid et la douleur qu'elle ressentait en marchant, et elle se hâta vers la maison pour toquer à la porte. Mais pas de réponse. Elle retenta de toquer, mais pareil, aucune réponse ne se fit entendre. Les morsures du froid recommencèrent alors à se faire ressentir, et elle commença à demander de l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi, je meurs de froid, je suis perdu. Je souhaiterais juste passer la nuit au chaud. Pas de réponse. Pitié! Si vous me laissez dehors, je vais mourir. Encore une fois, pas de réponse. Je suis perdu. Je ne me souviens de rien. Je ne sens plus mes mains, ni mes pieds. Par pitié! Partez! Allez-vous-en! Frida était choquée. Non seulement il y avait bien quelqu'un, mais cette personne était prête à l'abandonner à son sort. Et en plus, bizarrement, la voix qui lui avait répondu ressemblait à la sienne. Mais elle se mit à taper fort contre la porte, en suppliant de toutes ses forces jusqu'à ce que la porte s'ouvre avec force, qu'elle ne se fasse pousser violemment en arrière et entende la même voix hurler. « Je vous ai dit de partir !» Frida était stupéfaite et tétanisée.
Elle venait de se faire pousser et hurler dessus par nul autre qu'une personne qui lui ressemblait trait pour trait. L'autre personne, lui ressemblant, ferma alors la porte avec autant de force que pour l'ouvrir. Et notre chère Frida, prise de panique, en oublia le froid et la douleur pour courir de toutes ses forces aussi loin que possible de cette maison diabolique. À mesure qu'elle s'enfonçait dans la forêt, la fatigue commençait à la gagner. Elle n'en pouvait plus. Elle était gelée, épuisée, affamée. Qu'avait-elle fait au bon Dieu pour mériter un tel traitement? Pourquoi la personne qui l'avait chassée lui ressemblait autant? La fatigue se faisait de plus en plus sentir. Elle ne pouvait plus bouger. Elle n'arrivait plus à réfléchir. Même respirer devenait difficile tant elle avait l'impression que ses poumons gelaient à cause de l'air glacial. Elle ressentait de moins en moins la douleur, mais aussi de moins en moins tout le reste. Elle ferma alors les yeux, et la douleur et le froid la quittèrent peu à peu. Et c'est peu de temps après que je rouvris les miens, allant récupérer le corps gelé de Frida. Cette histoire fut relativement courte, mais ce n'est pas plus mal. Des fois, les cauchemars ne durent pas très longtemps, avant que les gens abandonnent et se laissent consumer par leur peur, se laissent mourir ou se suicident. Ce qui met un terme bien évidemment au cauchemar, mais laisse libre accès à votre âme pour qu'elle soit brisée. Et c'est bien que vous le sachiez. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un un jour lira ce journal. Mais si ça finit par arriver, j'espère que les informations contenues dedans vous seront utiles. En attendant, je continuerai à écrire dedans, jusqu'à avoir au moins terminé la dernière lettre de l'alphabet. Passons maintenant à la récompense. Que dire? Ah, je sais. Je viens de penser à une autre évolution du village au fil du temps. Je ne sais même pas comment j'ai pu l'oublier, tellement cette évolution rythme mon quotidien actuellement. L'apparition des journaux sur les phobies, qui d'ailleurs, au départ, étaient les journaux des peurs, car au début de la création du village, le terme phobie n'existait pas encore. Et d'ailleurs, les journaux ont commencé à apparaître peu de temps avant les événements de Damien. Décidément, nous parlons beaucoup de lui aujourd'hui. Enfin, je vais sûrement reparler des autres personnes que nous avons suivies jusque-là, durant la progression de mon journal, j'imagine. Et de fait, la prochaine phobie que je devrais traiter devra commencer par la lettre G. Voyons voir.